La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Le projet de loi vise à condamner ceux qui se livrent à des incitations publiques, à appeler à la haine ou à la violence à l'encontre de personnes considérées à raison de leur appartenance raciale, à raison de leur couleur, à raison de leur origine nationale ou ethnique. En Belgique, il est autorisé de choquer, de déranger, de provoquer. C'est ce que permet la liberté d'expression. Elle est garantie par la loi. Pourtant, en Belgique, on ne peut pas tout dire. Il est interdit de proférer des discours de haine, des discours racistes, des discours xénophobes. Et ça a été coulé dans une loi en 1981, celle qu'on appelle la loi Moureau, du nom de l'ancien ministre socialiste qui l'a portée, Philippe Moureau. Plus de 40 ans après l'adoption de cette loi antiraciste, est-elle efficace? A-t-elle fait reculer le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie? C'est ce que nous allons tenter de comprendre tous ensemble. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Le 12 mars dernier, Dries Van Langenhove, militant identitaire, était condamné à 1 an de prison ferme et à 16 000 € d'amende, plus 10 ans d'interdiction d'exercer ses droits civils et politiques, dans le cadre de l'affaire Schilden-Vrienden. Des messages à caractère raciste et antisémite étaient échangés sur des forums de discussion privés par des membres de ce mouvement identitaire. Le tribunal correctionnel de Gand a condamné Dries Van Langenhove et 3 autres militants de Schilden-Vrienden pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme. La justice s'est en partie appuyée sur une loi donc de 1981, connue sous le nom de loi Moureau et adoptée sous la terminologie précise de loi du 30 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Alors il nous a semblé intéressant de nous replonger aux racines de cette loi, parce que l'appareil législatif est autant le reflet de nos sociétés qu'il ne les façonne, et parce qu'on s'attend à des scores très élevés de l'extrême droite en Flandre aux prochaines élections. L'outil de garde-fou contre l'expression du racisme fonctionne-t-il? Ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui. Plonger aux racines de cette loi antiracisme, c'est aussi replonger dans le contexte des années 80, marqué par une série d'attentats antisémites et par des marches contre le racisme qui vont littéralement secouer la société belge. Alors nous recevons pour en parler Pierre-Arnaud Perouty, directeur de la Ligue des droits humains. Bonjour. Bonjour. Pourquoi, selon vous, c'est important de reparler de cette loi? Elle a 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, en particulier, c'est important de se replonger dans son histoire? C'est important pour comprendre d'où elle vient et parce qu'elle était très nécessaire à l'époque, mais manifestement pas suffisante, puisque aujourd'hui on n'a pas éradiqué fondamentalement le problème de racisme dans la société. Donc c'était important à un moment d'avoir un signal, que la loi pénale donne un signal de ce qui est permis, pas permis, de mettre une limite à la liberté d'expression. Mais on doit bien constater qu'aujourd'hui, si on ne voit plus les expressions aussi extrêmes qu'on voyait à l'époque, qu'on pouvait voir dans des offres d'emploi ou des offres de logement, il y a encore un racisme diffus dans la société qui est évident. Et nous entendrons également dans cette émission Patrick Charlier, le directeur d'UNIA, qui lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Mais avant ça, on se replonge dans nos archives dans les années 80. « 20 octobre 1980. Il va être 9 h du matin. La rue Auvenir d'Anvers est encore calme. Entre les immeubles vitrés des Diamantaires s'élève l'étroite façade de la synagogue. En ce jour de fête religieuse, les fidèles vont bientôt arriver. Dans les immeubles d'à côté, les employés, les secrétaires, travaillent dans cette industrie si particulière du diamant. Il est 9 h du matin, et en un souffle, le drame survient. Dans son bureau, une très jeune secrétaire aux longs cheveux bruns est projetée au sol. Tout a sauté, je sais pas. Tout était noir et je voyais tout par terre, les papiers, les morceaux de verre. Et je demande à mon patron ce qui se passe et il me dit « Toi, sors ». Je suis sortie. J'ai entendu que Bill appelait encore les 2 autres secrétaires. Moi, j'ai continué, j'ai descendu les escaliers très vite. Là-bas, j'ai vu une fille qui était en train de pleurer par terre. Je suis sortie. Il y a du feu des 2 côtés. C'est ce que je me rappelle, des flammes. J'ai jeté un coup d'œil si la synagogue était là pour savoir vraiment un peu ce qui se passait. J'ai aussi su voir des gens qui étaient en train de se promener avec des mouchoirs qui couvraient leurs blessures.
2 personnes sur un brancard. C'est vraiment comme une guerre. La guerre. C'était horrible. Une camionnette chargée de 100 kilos d'un puissant explosif vient d'exploser. La façade de la bourse aux diamants est éventrée. La grande porte à double battant et les vitraux de la synagogue ont été soufflés. Dans un rayon de 500 mètres, toutes les vitres des bâtiments ont explosé. L'explosion fait 3 morts et 100 blessés. En Belgique, l'émotion est énorme. À Anvers, à l'émotion se mêle l'angoisse de ces attentats qui visent les Juifs d'Europe. On a peur. Oui. On a peur, on espère que pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui nous fait peur, c'est que c'est chaque 2-3 semaines ailleurs, chaque 2-3 mois. Si c'est pas en Belgique, c'est en Autriche. Si pas en Autriche, en France. Et en effet, le climat est très pesant en ce début des années 80. Cet attentat du 20 octobre 1981 s'inscrit dans une liste effroyable. L'été précédent, des motards avaient jeté 2 grenades sur un groupe d'enfants juifs devant une synagogue d'Anvers, tuant un adolescent de 15 ans. À Vienne, et puis surtout pile 1 an avant, un attentat, presque le même que celui d'Anvers, avait eu lieu rue Copernic, à Paris. Un ignoble attentat raciste a été commis aujourd'hui en fin d'après-midi à Paris contre une synagogue de la rue Copernic dans le 16e arrondissement. Un engin explosif de très grande puissance a tué 4 personnes, 16 autres ont été grièvement blessés. La bombe a explosé au moment où plusieurs centaines d'Israélites étaient réunis à l'intérieur de la synagogue pour prier en cette veille de sabbat. L'attentat de la rue Copernic va résonner de manière puissante en ce début des années 80. En Belgique, le choc est violent, comme le fait bien sentir Lucas Pardès, président de la coordination des organisations juives belges. L'indignation, la consternation et même bien entendu la colère. C'est la première fois depuis la dernière guerre mondiale que des citoyens d'un pays européen, en l'occurrence la France, ont été assassinés tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Personne d'entre nous, du moins dans la communauté juive et certainement parmi tous les démocrates, n'aurait pu penser qu'une chose pareille puisse encore survenir après l'Holocauste et après ce que nous avons connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas que les morts de la rue Copernic, le 3 octobre 1980. Il y a toute l'horreur de la Seconde Guerre mondiale qui, d'un coup, surgit des mémoires. À Bruxelles, 100 000 personnes sortent dans la rue pour manifester contre le racisme. D'autant plus qu'il y a un autre phénomène au même moment. L'extrême droite, en Belgique, est sortie dans la rue, s'est montrée en plein jour. À plusieurs reprises, des manifestations du VMO, le Vlaams Militanten Orde, ont eu lieu sans être interrompues. Des propos intolérables y sont scandés, notamment 1 an plus tôt, à Schilde, en 1979. Nous sommes le 10 février 1979 à Schilde, près d'Anvers. Le VMO, cette fois, manifeste contre les immigrés. Notre confrère du journal télévisé Jean-Claude Defossé a interviewé 2 manifestants francophones. Un document. Avec nos camarades flamands, je suis wallon de Liège et je viens de Liège avec mes camarades flamands manifester contre les bougnoules. Nous sommes des rexistes de Bruxelles aussi présents. Pourquoi? Parce que notre combat est le même, identique, dans le sens de protéger notre peuple. Il y a des dangers terribles actuellement par l'infiltration, disons, de la masse non européenne étrangère. On est en train de donner une émission qui s'appelle Holocauste à la RTB. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Foutaise. Absolument. Aujourd'hui on est 500, demain on sera 5 000. C'est surfait absolu. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu assez de racisme dans le monde avec le hitlérisme? Pas encore assez. Si nous avions gagné il y a 35 ans en arrière, l'Europe était faite. Maintenant, ce n'est qu'un vain mot.
entendre le racisme, le négationnisme décomplexé, voir l'extrême droite violente organiser des ratonnades, VMO flamands comme groupuscule néorexiste francophone, la classe politique belge, tout parti confondu, est consternée et inquiète, comme ici, le libéral Jean Gol. Qui pouvait croire que ressurgit des profondeurs de l'ignominie, des hommes professant l'idéologie nazie pourraient en pleine Europe frapper impunément et se glorifier à nouveau de prôner le génocide et la haine raciale. On ne peut prendre des gants avec les néo-nazis. En Belgique, les lois sur les milices privées doivent être appliquées avec rigueur. Il existe bien une loi sur les milices. Il faut qu'elle soit appliquée, dit la FDF, Antoinette Spaak. Il n'est plus question de tergiverser, de remettre à plus tard, de fermer les yeux sur le laxisme connu, évident et scandaleux de certaines instances judiciaires. Il faut que la justice se saisisse des outils à sa disposition, dit le socialiste André Cohls, et même aller plus loin que la loi sur les milices. Tout ce que nous vivons ne permet plus que l'on diffère le vote d'une loi qui sanctionne pénalement les actes et les injures antisémites et racistes. Méfions-nous tous de ce que nous entendons sans cesse répéter. Les étrangers viennent prendre notre travail. Les étrangers détériorent la ville. Les étrangers, c'est la criminalité. Je vous dis, méfiez-vous, parce que même dans un parti comme le mien, certains de mes militants sont contaminés par cette peste de la tâche. On l'entend bien, un climat de plus en plus tendu est en train de monter dans la société belge. À Anvers, au sein de la communauté juive, certains réclament de pouvoir répondre à la violence par la violence. Pas de nous laisser faire. Je parle pas d'aller jeter des grenades quelque part, mais quand le VMO va faire une manifestation en ville et arrive avec des matraques et des casques, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas des matraques et des casques avec des gens entraînés? Et pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas donner des coups? Dans les manifestations contre le racisme, contre les attentats antisémites, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui plaident pour une autre voie que celle de la violence. C'est le cas du rabbin Soutenbrot. Qu'est-ce qu'il faudrait faire profondément? Quelles seraient les solutions pour empêcher que ça se répète? Qu'est-ce que les gens pourraient faire eux-mêmes? Primo, se rassembler, pas seulement pour cette manifestation, mais pour d'autres. Secondo, à long terme, l'éducation à la tolérance. Il ne s'agit pas seulement des juifs, il s'agit de toutes les minorités, qui rassemblent de nombreuses personnes dans notre société. Certains osent dire « je ne veux rien avoir à faire avec l'autre ». Il faut donc s'intéresser à la religion, à la culture, aux origines de ces personnes. Et plus directement, il faut exiger des pouvoirs publics, une juridiction appropriée pour que soit interdite en Belgique la diffusion libre d'écrits fascistes ou antisémites. J'entends que si et là de tels groupes se manifestent, il faut qu'on nous protège contre ce poison. Par exemple, en Hollande, en France, en Belgique, on a vu des livres parlant du mensonge, du génocide et des 6 millions de juifs. Les chambres à gaz, tout cela serait faux. Ça serait un vaste complot capitaliste sioniste. Cela ne peut être toléré. Cela ne peut pas exister car cela empoisonne notre jeunesse. Il faut éduquer, parler, considérer toutes les minorités, tous les racismes et légiférer, enfin. C'est aussi ce que réclame Lucas Pardès, le président de la coordination des organisations juives.
notre législation sur la milice privée, qu'il faut également, enfin, faire voter au Parlement un projet de loi qui réprime dans notre pays toute propagande raciste ou antisémite. Ce projet existe, il n'a pas encore été voté au Parlement. Il est temps que le gouvernement et le pouvoir judiciaire se donnent les moyens d'agir et de réagir contre des tentatives de renaissance du nazisme en Belgique. En effet, nous sommes au lendemain de l'attentat de la rue Copernic et il existe un projet de loi déposé dans les années 70 par un député socialiste, Ernest Glyn. Ce projet ne parvient pas à avancer. Le ministre de la Justice, le socialiste Philippe Moureau, va alors s'en saisir. La proposition de loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie est votée à la Chambre quelques semaines plus tard, le 12 février 1981. Elle vise, au-delà des personnes, les groupes qui veulent propager des idées racistes, antisémites, xénophobes. C'est une idée, un principe qui trouve sa source dans une convention internationale que la Belgique a signée contre le racisme et qui vise, et je crois que c'est important, non pas à poursuivre au fond de petites gens, des gens modestes qui peuvent avoir, de par la pression sociale, des comportements racistes, mais qui vise à punir ceux qui font partie d'organisations qui essayent véritablement, de façon manifeste et répétée, de prôner le racisme, de profiter des difficultés économiques et des difficultés sociales réelles que certains peuvent connaître. Je crois vraiment que c'est un élément important, je dirais peut-être l'article le plus important, l'article clé de ce projet de loi. Philippe Moureau donnera son nom à cette loi qu'on appelle encore aujourd'hui la loi Moureau. Elle a été promulguée le 31 juillet 1981. La première, l'histoire continue. Comment la Belgique a décidé de combattre le racisme par la loi depuis donc 1981 et l'adoption de cette loi contre le racisme et la xénophobie. Avec nous, le directeur de la Ligue des droits humains, Pierre-Arnaud Perouti, pour tenter de comprendre donc comment cette loi est née et a été appliquée. Mais Hélène, avant cela, une précision tout de même sur ce qui était au cœur de votre récit, en tout cas au début, cet attentat contre la bourse des diamants d'Anvers. Oui, les auteurs n'ont jamais été arrêtés. On ne sait pas qui est derrière. À l'époque, tous les regards, on l'entend bien dans les archives, se tournent vers l'extrême droite parce que, on l'a entendu, c'est le climat de l'époque. Il y a ce climat de résurgence, de libération de la parole de l'extrême droite. Mais l'attentat a été revendiqué par le groupe palestinien Septembre Noir. La police a soupçonné le Front populaire de libération de la Palestine. En 2011, la police française soupçonnait qu'il y ait un lien entre l'attentat d'Anvers contre la synagogue et l'attentat de la rue Copernic. Pour la rue Copernic, un homme a été condamné, c'est un Libano-Canadien du nom d'Hassan Diab. Il a été condamné très récemment à la réclusion à perpétuité en 2023, très récemment dans un procès en assises, alors qu'il avait bénéficié d'un non-lieu en 2018 dans un procès dont les preuves à charge manquait. Voilà, il fallait faire ces précisions. Voilà, il reste quand même donc encore pas mal d'incertitudes sur cet attentat. Mais en tout cas, Pierre-Arnaud Perouti, on entend bien le contexte politique de l'époque entre Jean Gaulle et André Cohls, tous les deux appelés quasiment à la réaction contre le retour de la peste. Avec le négationnisme ouvert aussi. Peut-être sur ce contexte politique de l'époque, pourquoi cette loi est arrivée à ce moment-là, selon vous ? D'abord, ça fait du bien d'entendre un consensus aussi large sur des questions aussi fondamentales, un consensus large et aussi clair, j'ai envie de dire. Le contexte, vous l'avez rappelé, des attentats antisémites, de la violence, mais aussi un contexte de fermeture des frontières qui arrive au milieu des années 70 et de la prise de conscience que des gens qu'on avait fait venir dans les années 50-60... Avec les grands accords. Avec les accords pour travailler en Belgique, il y avait toujours cette idée un peu à l'arrière de la tête, une sorte de fantasme, qu'ils allaient venir travailler et puis quand on n'aurait plus besoin d'eux, parce que c'était une vision très utilitariste, eh bien ils allaient retourner chez eux. Sauf qu'entre-temps, ils ont eu des enfants, ils ont fait leur vie en Belgique et leur vie, elle était ici. Et donc, toutes ces personnes font désormais partie de la Belgique, de la société belge. Et donc, fermer les frontières, c'était un signal vécu comme très fort.
avec des conséquences très dommageables aussi. Mais il y avait une sorte peut-être de compensation dans l'imaginaire collectif de se dire, à partir du moment où on ferme, il faut bien tenir compte du fait que les gens sont là pour rester. Et donc, ça implique de lutter contre des problèmes de racisme, parce qu'à côté de l'antisémitisme, ce sont les gens d'origine italienne, espagnole, marocain, qui évidemment sont les premières victimes du racisme. C'est une reconnaissance, cette loi, quelque part où ça vient dans un processus d'une société multiculturelle, je pense. De la même manière que la reconnaissance de l'islam aussi, même si ça a pris très longtemps avant de devenir très effectif, mais ça a été déjà lancé dans l'idée à cette époque-là, en fait partie. C'est intéressant de comprendre aussi, et on l'a amorcé dans le récit, dans les archives, cette loi, elle ne sort pas de nulle part. Il n'y a pas que le contexte belge, il y a aussi le contexte international. C'est ce que m'a expliqué Patrick Charlier, le co-directeur d'UNIA. L'adoption de cette loi en 1981 est la suite de la signature par la Belgique de la Convention des Nations Unies qui vise à l'élimination de la discrimination raciale. C'est la première et grande convention relative aux droits humains qui a été adoptée 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc si on se remet dans le contexte, c'est ça le sens de cette convention. Et signant cette convention, la Belgique décide d'adopter cette législation. Il y a eu des propositions de loi qui n'ont pas été adoptées et puis Philippe Moureau arrive avec ce projet de loi de 81. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait singulier, c'est que les articles sont pratiquement des copier-coller des articles de la Convention des Nations Unies visant à l'élimination de la discrimination raciale. Il y a vraiment un copier-coller, ce qui n'est plus le cas tellement aujourd'hui, parce que la loi a évolué, mais en 81, c'est véritablement cette transposition qui se fait. C'est intéressant de se dire que c'est vraiment, et d'ailleurs on l'entend dans le récit, on l'entend dans nos archives, c'est vraiment dans la Seconde Guerre mondiale que va puiser cette loi? Oui, absolument. Il y a une filiation directe, donc on sait combien les politiques raciales qui ont été menées, notamment par le régime nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale, ont mené à la Shoah, ont mené au génocide. Il y a cette prise de conscience universelle qu'on n'en veut plus. Et donc, c'est pour ça que cette convention est adoptée. Et je le souligne, c'est la première, avant même le pacte relatif aux droits civils et politiques, avant le pacte relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, qui sont les deux grandes conventions qui traduisent en droit la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est cette convention-là qui est adoptée aux Nations Unies, que la Belgique signe et ratifie, et donc s'oblige en quelque sorte à adopter cette loi contre le racisme. Alors cette loi est adoptée en Belgique. Comment est-ce qu'elle a été utilisée après? Est-ce que c'est tout de suite devenu un outil de lutte contre le racisme? Non, pas du tout. C'est vrai que durant les 15 premières années, il y a très très peu de cas, très très peu de jurisprudence. Et en fait, lorsqu'il y a eu des émeutes à Bruxelles, à Forêt, etc., fin des années 80, le gouvernement décide de nommer le commissariat royal à la politique des immigrés. Paul Adont et Bruno Vinicas sont nommés et font un travail pendant 3 ans et remettent un rapport au gouvernement dans lequel ils indiquent qu'un des problèmes qui se posent, c'est que les jeunes de la seconde génération sont confrontés au racisme par rapport à la police, par rapport à l'école, par rapport au travail, etc. Et que la loi ne s'applique pas. Et que cette sorte d'impunité de fait est une des explications des émeutes de ces jeunes de la seconde génération qui ne trouvent pas leur place. C'est pour cette raison-là que le commissariat royal propose la création d'une instance permanente qui est aujourd'hui UNIA, à l'époque le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Et pourquoi est-ce que la loi n'est pas appliquée? Puisque on sent qu'il y a eu, au moment où elle a été adoptée, un volontarisme politique, la société elle est ébranlée par ces attentats qui touchent la communauté juive notamment, et donc comment ça se fait que l'outil est là et qu'il n'est pas utilisé? Je pense qu'on est dans une culture policière, judiciaire, mais générale qui n'accepte pas ou qui ne connaît pas les tenants et aboutissants de cette loi. Il faut aussi se rendre compte que c'est une loi qui, à l'époque, est exclusivement pénale. Aujourd'hui, il y a un volet civil qui permet de lutter contre les discriminations raciales. Et donc, c'est aussi cet outil-là du pénal qui ne répond pas nécessairement à tous les enjeux des discriminations raciales telles qu'elles existent. Cela étant, la création du Centre pour l'égalité des chances en 1993 a pour mission et pour mandat de faire appliquer cette loi en menant des actions en justice. Et au bout d'1 an, il y a déjà 7 dossiers judiciaires qui sont déposés pour infraction à la loi. Et on voit que sur les 20 premières années, il y a
4 fois plus de dossiers judiciaires au cours des 5 dernières années qu'au cours des 15 premières. Et donc, on peut dire que la création de cette institution, qui a été dirigée à l'époque par Johan Lehmann et Jean Cornil au début, de manière très volontariste, permet l'application de ces législations. Patrick Charlier, donc le directeur d'UNIA. Alors, UNIA, c'est intéressant d'en parler peut-être maintenant, qui doit donc essayer de faire respecter cette loi, vient de vivre un moment important puisque la Flandre a décidé d'en sortir, enfin le gouvernement flamand, la région flamande a fait sortir donc la région d'UNIA. Aussi parce qu'on est dans un contexte où la loi Moureau est peut-être moins consensuelle qu'avant, où il y a évidemment Vlaams Belang qui s'y oppose, également la NVA qui émet des critiques en estimant qu'elle va trop loin. Est-ce qu'on est à un moment de contestation d'UNIA et peut-être de la loi Moureau contre le racisme plus important que ce qu'on n'a jamais connu ? Oui, alors effectivement, c'est de mon point de vue très regrettable que la Flandre se soit retirée de cet accord interfédéral avec UNIA pour créer sa propre institution. Je pense qu'il y a une conjonction de deux choses ici qui jouent. Il y a d'une part un mouvement flamand général qui vise à créer ses propres institutions, avec sa propre philosophie en termes de droits humains, même si par définition les droits humains sont universels, mais ça fait partie d'un mouvement général où la Flandre veut se replier sur elle-même et ne veut plus d'institutions fédérales, interfédérales. Et puis il y a, comme vous dites, cette philosophie derrière la liberté d'expression qui est on ne peut plus rien dire, on est limité. C'est un classique de la droite dure ou de l'extrême droite que de dire on nous empêche de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, alors que précisément, évidemment, ce genre de lois sont une limite à la liberté d'expression, mais c'est justement parce qu'on veut protéger la société dans son ensemble, au-delà des victimes directes des actes de racisme, c'est protéger le discours public, le débat public, la société dans l'ensemble, essayer de la dépolluer ou de la polluer le moins possible. Oui, mais alors c'est vrai que c'est une limite à la liberté d'expression qui n'existe pas, par exemple, aux États-Unis, où les discours racistes ne sont pas réprimés, ou presque pas, parce que le premier amendement de la Constitution reste vraiment très fort. Là-dessus, il y a... Comment est-ce qu'on peut justifier, je veux dire, même en termes philosophiques, qu'on aille aussi loin qu'on interdise de dire ce qu'on pense parce que c'est raciste? Et c'était un énorme débat à l'époque, ça n'apparaît pas dans les archives, mais ça fait aussi partie vraiment de ce qui a été bloquant au moment de voter cette loi. On retrouve dans les archives des traces vraiment de ce débat qui était très vivace sur la question de la liberté d'expression. Alors pour comprendre ça, je pense qu'il faut se reporter à ce que Patrick Charlier évoquait, c'est-à-dire le contexte de la Deuxième Guerre. C'est de dire que ce type de discours peut mener à une situation totalement impensable, qu'on pensait impensable, mais qui est arrivée et qui a mené jusqu'à l'extermination de personnes simplement parce qu'elles sont juives, avec tout le discours de haine qui va autour. Donc évidemment, chaque propos raciste ne va pas mener à un génocide, mais on voit bien la continuation intellectuelle, la filiation de ce genre de discours, et c'est ça qu'on veut essayer de bloquer à un moment. Au prix, c'est vrai, d'accepter de limiter la liberté d'expression. Avec des résonances aujourd'hui, notamment dans cette affaire de condamnation de Schilde en Vrienden, qui concerne les plateformes. Et là, on est aussi quelque part dans une nouvelle génération de limitation de l'accès à la liberté d'expression pour ces raisons-là. Alors, il y a deux éléments là-dedans, à mon sens. D'abord, Schilde en Vrienden, prototypique, mais vraiment totalement typique d'un mouvement qui se crée en 2015-2017, je pense, donc récent. Les nouveaux habits de l'extrême droite, ce sont des gens propres sur eux, qui ont l'air beaux, qui portent bien, qui utilisent les réseaux sociaux, qui présentent bien. Donc pas du tout le militant hargneux qu'on entendait dans le récit. Là, voilà, exactement. On n'est plus du tout dans ce type de discours. Exactement. Ouais. On a un discours très policé qui vient justifier et mobiliser d'autres arguments. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est effectivement l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le principal lieu de discours de haine, ce sont les réseaux sociaux. Avec la difficulté, c'est que ces réseaux sociaux, ce sont des groupes privés, principalement américains, qui donc se réfèrent à la loi américaine qui est beaucoup plus permissive, comme on vient de le dire, et qui donc sont censés modérer du contenu, mais ne le font pas ou peu, parce que c'est difficile, parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'ont pas la même conception, même si les règles sont en train de changer tout doucement, et qu'au niveau européen arrivent des règlements qui vont les contraindre, dans une certaine mesure, à modérer les contenus qui passent sur leur plateforme. La première, l'histoire continue. On évoque les conséquences de cette loi Moureau de 1980 avec Pierre-Arnaud Perouty, qui est directeur de la Ligue des droits humains. Alors, de votre point de vue, c'est peut-être une question complexe, mais est-ce que vous trouvez qu'elle a fonctionné, cette loi ? Est-ce qu'elle a produit les effets qu'on attendait d'elle au moment où on l'a votée en 1981 ?
Alors ça dépend de ce qu'on attendait vraiment d'elle. On entendait bien le retour de la peste brune. C'était ça, cette crainte de voir l'extrême droite. Le rempart contre l'extrême droite, quelque part, alors que c'est vrai que c'est pas appelé loi contre l'extrême droite, c'est pas ça. D'autant plus que Philippe Moreau, on l'entend, je m'étais étonné, ça, je ne savais pas qu'il avait dit ça. Il dit, c'est pas lutter contre le petit racisme, c'est lutter contre les organisations qui veulent utiliser le racisme pour prendre le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'il dit, ou pour diffuser ces idées-là. Est-ce que ça a fonctionné ? Alors il y aurait deux réponses. La réponse optimiste, c'est de se dire, fondamentalement, oui, on n'a pas d'extrême droite au pouvoir, on n'a pas de coalition fasciste au pouvoir. Ce serait un peu court comme réponse, à mon avis, parce que pour l'essentiel, elle a donné un signal, elle a permis d'intenter des actions en justice, soit contre des personnes, soit contre des mouvements. Et je pense que la stratégie judiciaire d'UNIA contre des mouvements d'extrême droite, des partis en particulier, a fonctionné dans une certaine mesure. On n'a pas d'extrême droite réellement dangereuse aujourd'hui, en partie francophone du pays. C'est un élément d'explication, il y en a d'autres. Mais le racisme en même temps, côté flamand, il y avait la même loi. Côté flamand, il y avait la même loi. Donc on n'y est pas. Les partis politiques, les mouvements sont encore là avec ces idées-là. Et surtout, le racisme dans la société est encore là. Il est très, très clairement encore là dans les discriminations au quotidien ou même dans les discours. Mais est-ce que la loi en elle-même, est-ce qu'elle permet de faire, ce qu'elle permet d'amener comme condamnation, est-ce que c'est un outil qui est vraiment utilisé ? Oui, il est utilisé, il est mobilisé, il y a des condamnations régulières. La condamnation de Dries Van Langenhove n'est que la dernière, il y en aura d'autres. Donc la loi, elle donne un signal, elle peut être mobilisée, mais elle n'est pas suffisante. Ça, c'est pas suffisant, évidemment, ça passe par des questions que j'entendais déjà dans les années, fin des années 70-80, par l'éducation, par le fait de peut-être faire comprendre aux jeunes, à tout le monde, les enjeux de ces questions-là. Mais c'est très difficile de ne pas tomber dans un discours moralisateur, de prêcher. On sent d'ailleurs que c'est aussi un peu que Philippe Moreau, il marche un peu sur des œufs aussi, sur ce discours. Il ne veut pas être moralisateur. C'est quelque chose qui reste compliqué. Oui, et puis on est vite dans le flicage un peu de la pensée ou de l'expression de la pensée. Si chaque mot pourrait être considéré comme raciste. À partir de quand on est raciste ? Alors, on a entendu le mot bougnoul, ça paraît évident, mais quand est-ce qu'on est raciste ? C'est pas facile non plus pour les juges de faire appliquer cette loi, je suppose. Non, c'est pour ça que la question n'est pas que judiciaire. Il y a des exemples très clairs, il y a un entre-deux, il y a des zones grises, et ça c'est le boulot des juges. Mais au-delà des cours et tribunaux, il y a un boulot énorme qui doit être fait de lutte contre le racisme au quotidien, contre les discriminations. Et ça, on n'y est pas du tout. Dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, je voyais que dans les dossiers ouverts à UNIA, un tiers pour discrimination, un tiers concernant encore l'emploi. Donc c'est gigantesque. Le problème du racisme dans l'emploi, c'est gigantesque. Dans le logement, c'est la même chose. Dans les rapports avec la police, on voit que c'est encore hautement problématique. Donc on n'y est pas encore du tout, en fait. Sur l'impact de cette loi Moreau, probablement que son impact sociétal, en fait, il va bien au-delà des condamnations, de son usage vraiment juridique. C'est en tout cas ce que pense Patrick Charlier, le co-directeur d'UNIA. On me demande parfois, est-ce que l'évolution dans le temps, il y a moins de racisme ou plus de racisme qu'auparavant ? Je pense que l'existence de cette loi est connue de tout le monde et aujourd'hui beaucoup plus que par le passé. La discrimination raciale est quelque chose qu'on sait qui est interdite. Elle a eu une vocation culturelle. Elle a eu cette vocation culturelle et pédagogique. Aujourd'hui, on ne trouve plus des propriétaires qui vont mettre à louer, noirs s'abstenir, ou bien pas d'étrangers. Des employeurs ne vont plus assumer. Alors, malheureusement, ça veut dire que la discrimination est plus cachée. On ne sait plus la démontrer aussi facilement que par le passé. Mais aujourd'hui, culturellement, on sait que refuser quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est juif est quelque chose qui est interdit. Et pas uniquement moralement, mais aussi juridiquement. Et ça, c'est une vraie évolution grâce à cette législation. Est-ce que vous diriez que la Belgique serait différente s'il n'y avait pas eu la loi Moreau ? Oui, je crois. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette loi en 81, on serait dans un contexte différent. S'il n'y avait pas de loi qui réprimait le racisme de manière aussi claire, on se serait peut-être trouvé dans un contexte différent. J'ai eu l'occasion de dire, par exemple, que, à mes yeux, la condamnation des 3 Ézéchiel du Vlaams-Blok en 2004 a contribué au maintien du cordon sanitaire politique. Pas médiatique, mais politique. S'il n'y avait pas eu ces condamnations, peut-être qu'il y aurait eu, par le passé, plus rapidement, on craint pour les prochaines élections, mais plus rapidement, des coalitions ou des accords avec le Vlaams-Blok, Vlaams-Belang, et que la condamnation a été un élément quand même important qui a empêché des alliances politiques sur le plan local ou plus régional. Pierre-Arnaud Perouty, vous êtes d'accord avec cette idée que la loi Moreau, au final,
alors peut-être pas plus, mais au moins autant que l'impact juridique, elle a un impact culturel sur la société et un impact politique sur les coalitions? Oui, très clairement, parce que c'est un signal. Le rôle de la loi pénale, c'est de donner aussi un signal de ce qu'on accepte ou pas dans la société. Donc je pense que oui. Maintenant, au quotidien, vous dire que les gens ont peur de la loi Moureau et donc vont modérer leur comportement, je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est comme on vient de l'entendre, que l'acceptation sociale, l'acceptation culturelle des problèmes racistes a très fortement diminué dans l'ensemble de la population. Alors le paradoxe, c'est que par ailleurs, on voit une résurgence de partis d'extrême droite, que ce soit en Flandre, que ce soit autour de nous, pas loin en Europe, y compris en France, qui portent encore ce type de discours. Plus le fait que les discours très très durs en matière d'étrangers, notamment de boucs émissaires, ont percolé dans la droite plus classique, plus centriste à l'origine. Mais sans être ouvertement raciste, ou moins ouvertement raciste qu'à l'époque des années 80, c'est peut-être aussi un effet de cette loi Moureau. J'imagine bien qu'au Belang, aujourd'hui, on va se dire, évitons une nouvelle condamnation, donc on pèse les termes pour ne pas se retrouver sous le coup de la loi. Voilà, je pense que ça c'est réel. C'est une forme d'effet pervers? On peut le voir de deux manières. On peut dire que c'est un effet pervers. On peut voir aussi que ça les contraint à lisser leur discours. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, les racines du racisme, de l'antisémitisme sont toujours là. Ça me paraît sûr. Est-ce que pour vous, une loi comme celle-là, elle serait encore votée et elle serait encore votée facilement aujourd'hui? Alors, ça dépend du contexte, mais j'ose espérer que oui, pour autant qu'elle soit suffisamment universelle et généraliste, ne se focalise pas sur un tel ou tel problème, parce qu'on peut rentrer à l'infini dans les débats, savoir si l'antisémitisme c'est une forme de racisme ou pas, spécifique ou pas. Fondamentalement, ça procède des mêmes ressorts, et donc j'ose espérer que ce serait encore possible aujourd'hui. Oui. Est-ce que pour vous, il faudrait améliorer, changer cette loi, parce qu'on voit on a parlé des plateformes tout à l'heure. On voit que les juges ont des difficultés. Et ça ne concerne pas nécessairement que la loi contre le racisme, mais d'une manière générale, entre la liberté d'expression et ce qu'elle permet aujourd'hui, pas mal de juristes appellent à revoir un petit peu tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une nouvelle étape, une sorte de nouvelle loi Moureau, la remettre sur le métier, pour l'adapter notamment aux nouveaux moyens de communication ? Alors il va falloir de toute façon en tenir compte, puisqu'il y a des règlements européens qui sont en train d'arriver là concernant les plateformes, mais il faut trouver un juste équilibre. C'est ça le problème, c'est que la liberté d'expression, ça reste aussi une valeur qu'on défend, et donc c'est compliqué. C'est vraiment une question d'équilibre. Je ne pense pas que fondamentalement l'enjeu aujourd'hui soit d'améliorer la loi. Oui, à la marge on peut l'améliorer, il y a des choses qui peuvent être faites, mais le cadre il est globalement bon. La question c'est est-ce qu'il est utilisable, est-ce qu'il est opérationnel par rapport à ce qu'on veut combattre? En partie oui pour les phénomènes les plus extrêmes, mais en partie non, parce qu'on n'arrive pas à toucher ce fond de racisme et de discrimination qui est toujours là. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Arnaud Perouty d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Ligue des droits humains. Merci à vous. Merci aussi à Patrick Charlier, directeur d'UNIA, d'avoir été avec nous pour refaire le fil de l'histoire de cette loi, essayer de comprendre quel a été son impact et puis comment, effectivement, avec l'émergence des plateformes, la question de la liberté d'expression se repose et la question de la limitation de cette liberté d'expression aujourd'hui doit se reposer. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Soluma, une émission réalisée par Bawandine et coordonnée par Émilie Malice.